On est en septembre 1666. Imaginez Londres. C'est une ville qui est encore sous le choc. 1 an plus tôt, la Grande Peste a décimé quasiment 1/4 de ses habitants. Le pouvoir royal, avec Charles II, vient tout juste d'être restauré, c'est encore très fragile. C'est dans cette ambiance un peu lourde, entre deuil et incertitude, que dans la nuit du 2 septembre, une petite lueur orange apparaît dans le ciel. Cette lueur, pendant 4 jours et 4 nuits, va se transformer en un brasier absolument apocalyptique qui va littéralement dévorer le cœur médiéval de la plus grande ville d'Angleterre. Cet événement, on l'appelle le Grand Incendie de Londres, et ce n'est pas juste une catastrophe, non, c'est un véritable point de bascule, un moment qui va anéantir un monde pour en forger un nouveau. Pour vraiment comprendre la terreur de ce moment, il faut se tourner vers ceux qui l'ont vécu. Il y a un témoin clé, Samuel Pepys. C'est un haut fonctionnaire de la marine, mais c'est surtout quelqu'un qui tient un journal intime avec une précision incroyable. Dès la première nuit, il observe la scène. Il n'est pas au milieu du danger, non, il est un peu à distance sur la rive sud de la Tamise. Et de là, la vue est à la fois sublime et terrifiante. Ce qu'il décrit, ce n'est pas juste plusieurs incendies, non, c'est une seule et immense arche de flammes, comme un pont de feu qui traverse la ville sur plus d'1 kilomètre. Et face à ce spectacle de destruction totale, cet homme de pouvoir, cet homme d'action, il ne peut que constater son impuissance. Ces mots sont simples, mais ils sont d'une force. Et j'en pleurais. Ça dit tout, du choc, du désespoir qui frappe des centaines de milliers de Londoniens. C'est ce sentiment qu'on va garder en tête. Et là, on arrive à la question centrale. Comment est-ce possible? Comment une étincelle, une simple étincelle échappée du four d'un boulanger sur une petite ruelle nommée Pudding Lane, a-t-elle pu se transformer en un monstre de feu capable de raser 80% de la cité de Londres? La réponse, attention, ce n'est pas juste un accident. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est l'anatomie d'une tempête parfaite, une convergence terrible, presque inévitable de plein de facteurs. On va voir qu'il y avait une architecture ultra inflammable, des conditions météo extrêmes, une paralysie politique due à de vieilles querelles et un effondrement social complet. C'est cette mécanique implacable qu'on va maintenant décortiquer pièce par pièce. Alors, voilà comment on va procéder. Notre analyse va se faire en 4 temps. D'abord, on va sonder les fondations de la catastrophe. Pourquoi le Londres de 1666 était-il en fait une véritable poudrière? Ensuite, on suivra l'engrenage fatal des toutes premières heures. Après ça, on plongera au cœur du brasier pour voir l'étendue du chaos et de la destruction. Et pour finir, on verra comment des cendres de cette immense tragédie, un Londres tout neuf, un Londres moderne a pu naître. Allez, on attaque la première partie. Londres, une poudrière. Pour bien comprendre la violence de l'incendie, il faut d'abord comprendre la ville qui l'a dévorée. Oubliez tout de suite l'image d'une grande capitale en pierre. Non, le Londres de Charles II, c'est un héritage direct du Moyen-Âge. C'est un labyrinthe, un dédale de rues surpeuplées, insalubres et surtout incroyablement combustibles. En fait, plusieurs facteurs rendaient la catastrophe quasi inévitable. D'abord, l'architecture. La très grande majorité des maisons étaient en bois de chêne. Et ces maisons, hautes de 6, parfois 7 étages, avaient une particularité architecturale super dangereuse, l'encorbellement. Ça veut dire que chaque étage dépassait un peu de celui d'en dessous. Le résultat, dans les rues les plus étroites, les derniers étages des maisons se touchaient presque, créant des sortes de tunnels de bois, de vrais ponts pour le feu. Ensuite, la démographie. Imaginez 80 000 personnes entassées à l'intérieur des vieux murs romains. C'est une densité de population énorme. Ajoutez à ça le climat. L'été 1666 a été exceptionnellement sec. Pas de pluie, beaucoup de chaleur, le bois de la ville était sec comme de l'amadou. Le combustible était donc partout. Mais le pire, c'était sur les quais de la Tamise. Les entrepôts débordaient de produits inflammables, du goudron, du chanvre, des tonneaux d'alcool, de l'huile, et même des barils de poudre à canon qui restaient de la guerre civile. Enfin, l'urbanisme. Ce dédale de ruelles médiévales rendait toute intervention quasi impossible. Il n'y avait pas la place pour les pompes à eau de l'époque, et encore moins pour évacuer les gens. Pour bien se rendre compte à quel point Londres était un cas à part, la comparaison avec Paris à la même époque est très parlante. Un chroniqueur qui avait beaucoup voyagé, John Evelyn, décrivait Londres comme un agrégat anarchique de maisons de bois. C'était une ville qui avait poussé sans aucun plan, de manière un peu chaotique. Paris, au même moment, sous Louis XIV, c'était tout l'inverse. On créait de grandes avenues, de grandes places, on construisait en pierre, et cette différence, ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est fondamental pour la sécurité. Les grandes avenues parisiennes, elles agissaient comme des coupe-feux naturels. Les ruelles de Londres, elles, accéléraient la contagion du feu. Et puis, il y a le dernier élément de cette poudrière, le plus insidieux, parce qu'il n'est pas matériel, il est politique. Il y avait une méfiance énorme, héritée de la guerre civile, entre la cité de Londres et la couronne, le roi. La cité, c'était un bastion du Parlement hyper indépendante avec ses propres lois, sa propre milice, son propre maire, le Lord Mayor.
Pour les dirigeants de la cité, toute intervention du roi sur leur territoire était une menace, et cette fierté, cette quasi-phobie de l'ingérence royale, va se révéler absolument catastrophique dans les premières heures de l'incendie. Ça va paralyser toute réponse rapide et coordonnée. Gardez bien cette dynamique en tête parce que c'est une des clés humaines du drame qui va se jouer. Bon, on a planté le décor. Une ville prête à s'embraser. Des tensions politiques. Maintenant, il ne manque plus que l'étincelle. On passe à notre deuxième partie. L'étincelle et le vent. On va suivre, heure par heure, comme un simple accident domestique combiné à la force des éléments et à une série de décisions humaines désastreuses a pu déclencher l'enfer. Tout commence vers 1h du matin, un dimanche. Un feu démarre dans la boulangerie de Thomas Fariner. Sûrement une étincelle qui a couvé dans le four mal éteint. La famille réussit à s'échapper par les toits, mais une servante, paralysée par la peur, refuse de sauter. Elle est la toute première victime. 1 heure plus tard, on réveille le Lord Mayor, Sir Thomas Bloodworth. Et sa réaction, c'est un tournant. Il trouve que l'incendie n'est pas si grave et il refuse d'ordonner la démolition des maisons voisines, qui était pourtant la seule technique efficace à l'époque pour créer des coupe-feux. Pendant ce temps, un ennemi redoutable entre en scène. Un vent d'est très violent. Il pousse les flammes droit vers les entrepôts des quais. Et une fois que le feu atteint ses réserves de goudron, d'huile, d'alcool, il se transforme en une véritable fournaise. En fin d'après-midi, Samuel Pepys, complètement horrifié par ce qu'il voit, fonce à la cour pour alerter le roi. Charles II comprend tout de suite la gravité de la situation, il passe outre l'autorité du Lord Mayor et ordonne des démolitions massives. Mais c'est déjà beaucoup trop tard. Cette phrase, elle est vulgaire, elle est méprisante et elle est attribuée à Thomas Bloodworth cette nuit-là. Elle est restée dans l'histoire parce qu'elle résume parfaitement l'arrogance et l'incompétence qui ont coûté si cher. En disant ça avant de retourner se coucher, le Lord Mayor n'a pas seulement fait preuve d'un mauvais jugement, en fait il était paralysé. Il avait peur des conséquences politiques et financières. Démolir des maisons sans l'accord des propriétaires c'était illégal et ça l'exposait à des procès et à des dédommagements énormes. Cette indécision fatale a offert à l'incendie les quelques heures précieuses dont il avait besoin pour devenir totalement incontrôlable. Le dimanche soir, l'incendie a atteint un point de non-retour. Il se transforme en un phénomène météo à part entière, une tempête de feu. C'est un concept crucial pour comprendre ce qui va suivre. Le brasier est devenu si grand et si chaud que l'immense colonne d'air brûlant qui s'élève crée un appel d'air monstrueux au sol. Ça aspire l'air frais des alentours avec la force d'un ouragan, ce qui crée ses propres vents qui convergent vers le centre. Ces vents, évidemment, suralimentent le feu en oxygène, ce qui augmente encore la température et ainsi de suite. À ce stade, le feu n'est plus simplement poussé par le vent, non. Il crée ses propres turbulences, il projette des débris enflammés à des centaines de mètres. La lutte devient inutile. Il n'y a plus rien à faire à part fuir. On entre maintenant dans la troisième partie, le cœur des ténèbres, le chaos dans les flammes. Le lundi et le mardi sont les jours les plus sombres de Londres. La tempête de feu est à son maximum, et avec la destruction matérielle arrive l'effondrement total de la société. Pour se faire une idée de l'intensité de cet enfer, il y a ce chiffre, plus de 1250 degrés Celsius. C'est la température estimée au cœur du brasier. Pour mettre ça en perspective, c'est une chaleur qui fait fondre le verre, bien sûr, mais aussi le fer des grosses grilles des portes de la ville et même l'acier qui était stocké sur les quais. C'est aussi cette chaleur extrême qui explique en partie le bilan officiel de victimes, qui est étonnamment bas, quelques personnes seulement. En réalité, il est très probable que de nombreuses victimes aient été tout simplement incinérées, ne laissant derrière elles que des fragments d'os, impossibles à identifier. Aucun endroit ne semblait à l'abri. Même pas le cœur spirituel de la cité, l'immense cathédrale médiévale de Saint-Paul, avec ses murs en pierre massifs, son grand parvis, les Londoniens la pensaient indestructible. Ils y avaient entassé tous leurs biens les plus précieux. Les libraires y avaient même stocké tout leur inventaire dans la crypte. Mais voilà, coup du sort, la cathédrale était en rénovation, entourée d'un immense échafaudage en bois. Le mardi soir, cet échafaudage prend feu. Il agit comme une torche géante qui enflamme le toit. Le toit, lui, était couvert de milliers de tonnes de plomb. Le métal a fondu. John Evelyn décrit une scène d'apocalypse. Le plomb liquide qui coule dans les rues en ruisseaux incandescents et les pierres de la voûte, chauffées à blanc, qui explosent comme des grenades. La destruction de Saint-Paul, ça a été un traumatisme psychologique énorme. Si même la maison de Dieu pouvait brûler, alors tout était vraiment perdu. Face à une catastrophe pareille, la raison s'effondre. Comme l'Angleterre est en guerre contre la France et la Hollande, la rumeur d'un complot étranger se propage à une vitesse folle. On accuse des agents ennemis d'avoir allumé le feu. La poste est détruite, donc plus aucune communication fiable. C'est le champ libre pour la peur et la désinformation. Et la panique se transforme en violence xénophobe. Des milices autoproclamées se forment, elles parcourent les rues et attaquent, battent et parfois lynchent toute personne qui a un accent étranger. C'est à ce moment-là que le frère du roi, Jacques, le duc d'York, prend les choses en main. Il déploie ses troupes, pas seulement pour organiser enfin des coupe-feux efficaces, mais aussi pour restaurer l'ordre et protéger les innocents de la fureur de la foule. Son courage sur le terrain va lui valoir un immense respect. Et puis, le mercredi, après 4 jours et 4 nuits d'enfer, le vent d'Est se calme enfin. La tempête de feu qui a brûlé quasiment toute la cité commence à mourir faute de combustible. Le cauchemar est terminé. Mais pour les survivants, un défi immense commence.
Dans cette dernière partie, cendres et reconstruction, on va mesurer l'ampleur du désastre et voir comment, paradoxalement, cette destruction a permis la naissance d'un Londres plus moderne. Le bilan matériel donne le vertige. Près de 13 200 maisons parties en fumée. 87 églises sur 109, détruites. Des monuments emblématiques comme la cathédrale Saint-Paul, le Royal Exchange, la bourse de l'époque, la mairie, tout a disparu. Le bilan humain est encore plus tragique. Sur les 80 000 habitants de la cité, on estime que 70 000 se retrouvent à la rue, campant dans les champs au nord de la ville. Et le coût financier, 10 millions de livres de l'époque. Une somme astronomique, bien supérieure au revenu annuel de la couronne. La cité de Londres, le cœur économique de l'Angleterre, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Mais, et c'est là tout le paradoxe, de cette table rase va naître une véritable révolution urbaine. Le Parlement adopte très vite des lois de reconstruction hyper strictes, et chaque nouvelle règle est une réponse directe à une faiblesse de l'ancienne ville. Fini les maisons en bois, maintenant c'est briques ou pierres obligatoires. Les rues, systématiquement élargies pour créer des coupe-feux et faciliter la circulation. Les quais, dégagés pour garantir l'accès à l'eau de la Tamise, le nouveau Londres est pensé pour être plus sûr, plus aéré, plus hygiénique. Certains historiens disent même que l'incendie, en détruisant les taudis et les rats, a indirectement mis fin aux grandes épidémies de peste. L'incendie, c'était une page blanche, l'occasion unique de réinventer la capitale. Des architectes visionnaires comme Christopher Wren ou John Evelyn ont tout de suite proposé au roi des plans magnifiques, inspirés de Paris et de Rome, avec de grandes avenues bien droites, des places monumentales. Mais ces rêves de grandeur se sont heurtés au mur de la réalité. C'était tout simplement impossible de redéfinir les milliers de parcelles de terrain, de retrouver leurs propriétaires, de les dédommager. L'urgence, c'était de reloger les gens et de relancer l'économie. Du coup, la reconstruction s'est faite en suivant l'ancien tracé des rues, même si elles ont été élargies. L'ironie, c'est que même si la ville a été rasée, c'est l'ancien cadastre, invisible sous les cendres, qui a dicté la forme du Londres moderne. Bon, pour conclure, si on fait le point, on a vu que le grand incendie, ce n'était pas un simple accident. C'était le résultat d'une ville dangereusement conçue, de conditions extrêmes et de défaillances humaines. Une vraie poudrière qui n'attendait que son étincelle. On a suivi la propagation du feu, sa transformation en monstre incontrôlable, on a vu le chaos, la destruction de symboles comme Saint-Paul et l'effondrement de la société. Et enfin, on a vu comment descendre, un nouveau Londres a pu être bâti, plus sûr, plus résilient. Ce qui nous amène à notre question finale. Le grand incendie, c'était une catastrophe humaine et économique, terrible, c'est indiscutable. Mais, et c'est là le paradoxe, était-ce une tragédie nécessaire ? Il a fallu cette destruction totale pour imposer des réformes de sécurité et d'urbanisme que des dizaines d'années de lois n'avaient pas réussi à faire passer. L'héritage de cet événement, ce n'est donc pas seulement une histoire de destruction. C'est aussi une question plus profonde sur la résilience et sur la capacité d'une catastrophe à devenir, tragiquement, le moteur d'une renaissance.